Il existe au nord de Paris une colline à part, presque une anomalie dans le tissu urbain, Montmartre. Deux âmes, deux vérités. D'un côté le sacré, une basilique qui semble veiller sur Paris, de l'autre le profane, celui des artistes, des cafés, des nuits sans fin. Ici tout est mémoire, un village devenu quartier sans perdre son côté bucolique. Bienvenue dans cet épisode de Chroniques parisiennes, la butte Montmartre. Les spécialistes débattent toujours de l'étymologie de Montmartre. Des pistes remontant à l'Antiquité relient le mot à la situation topographique, en hauteur, lieu idéal pour l'implantation d'un édifice consacré à Mars. Le nom de cette divinité aurait pu donner Mont de Mars. Autre possibilité selon la chronique de Frédégère du 7e siècle, qui mentionne un lieu de culte consacré à Mercure et nomme la butte Mont de Mercure. Montmartre pourrait être également le mont des martyrs, en référence aux chrétiens qui y auraient été exécutés. L'évêque Saint-Denis et ses compagnons auraient été décapités sur la colline vers 250, sous le règne de l'empereur Valérien. Les premiers occupants de Montmartre furent des moniales. En 1133, une abbaye de bénédictines est fondée au sommet du mont par Adélaïde de Savoie, épouse du roi Louis VI. Ces bâtiments entourent l'église Saint-Pierre. Au XVIe siècle, un nouveau couvent est construit au pied du mont, tout en conservant l'église du haut. Avec la Révolution, seule subsiste l'église Saint-Pierre et la chapelle du Martyrium. Longtemps, Montmartre n'est donc pas Paris, c'est un village, accroché à sa colline, parsemé de petites fermes et de moulins. Montmartre devient une commune en 1790, avec sa mairie et ses 400 habitants. Jusqu'en 1860, le village échappe à l'octroi. Ici, le vin circule librement. Les Parisiens viennent déguster la piquette, ce vin jeune et légèrement pétillant. On cultive d'ailleurs toujours un peu de vigne à Montmartre. Début des années 30, la ville de Paris plante 2000 ceps de vigne. La commanderie du Clos Montmartre organise chaque année une folklorique fête des vendanges. Mais derrière l'image pittoresque, une réalité plus rugueuse. Le sous-sol est exploité. Le gypse, transformé en plâtre, alimente la construction parisienne. Montmartre est aussi un territoire de labeur. Puis vient l'annexion de 1860. Montmartre entre dans Paris. La partie de la commune de Montmartre, située à l'extérieur de l'enceinte de Thiers, est par contre rattachée à Saint-Ouen. Mais Paris n'absorbera jamais totalement Montmartre, qui garde toujours cet aspect village, avec bien sûr la place du Tertre, une vraie place de village, ouverte en 1635 sur un terrain donné par l'abbaye. Les terrasses des restaurants, des cafés et des bistrots ont aujourd'hui envahi le terre-plein central, et les peintres et caricaturistes en occupent les pourtours. Il reste des institutions, comme chez la mère Catherine, fondée en 1793. Le numéro 3 de la place est aujourd'hui le siège de l'association des Petits Poulbeaux. Le dessinateur Francisque Poulbeau ouvre un dispensaire pour venir en aide aux enfants nécessiteux de Montmartre. En 1939, une association est créée. Les Petits Poulbeaux, habillés en costume d'infanterie napoléonienne, font partie du folklore de Montmartre. Montmartre village avec ses rues de caractère. Rue Cortot. Au numéro 12, la plus vieille maison de Montmartre, construite milieu XVIIe, qui eut pour propriétaire le comédien Rosimond. La rue Saint-Rustique, en référence aux compagnons de Denis qui auraient subi le martyre. L'allée des Brouillards, ouverte en 1929, bordée par le château des Brouillards d'un côté et par des petites maisons de l'autre. Il y avait auparavant un moulin et une source. En 1772, un avocat du Parlement de Paris achète le moulin et fait construire une folie, une sorte de maison de réception, le château des Brouillards, qui sera habité en 1846 par Gérard de Nerval. La rue de l'Abreuvoir, qui a gardé son nom du temps où les troupeaux de la butte l'empruntaient pour boire. La rue Le Pic, mise en place début 19e. Place du Calvaire et son célèbre bistrot chez Plumeau.
Sous la Restauration, des artistes comme Delacroix, Géricault, François-Joseph Talma s'installent dans la Nouvelle Athènes. Lorsque le mur des fermiers généraux est abattu et la barrière Montmartre, des ateliers se créent sur les boulevards Clichy et Rochechouart. Puis les peintres peu à peu s'éloignent et viennent s'installer sur les pentes. Montmartre attire parce qu'il est pauvre, libre et encore sauvage. La légende de Montmartre commence alors. Les artistes s'installent dans des ateliers précaires, le bateau Lavoir. En 1889, le propriétaire transforme le bâtiment en atelier d'artistes. Picasso s'y installe en 1904. C'est là qu'il fait le portrait de Gertrude Stein et peint les Demoiselles d'Avignon. Le bateau Lavoir est habité par Kees van Dongen, Juan Gris, Brancusi, Max Jacob. Détruit en 1970 puis reconstruit, le lieu accueille toujours des artistes. D'autres ateliers d'artistes, la Cité des Fusains construite début 20e, qui devient le fief des surréalistes. Des artistes comme Modigliani s'installent dans les baraques du Maquis, avec ses chemins de terre, ses masures de briques et de broc. Ici, une génération invente l'art moderne. Elle se retrouve dans les cafés, comme au Relais de la Butte, l'ancien café chez Azon, rue Ravignan. Les Fauves y établissent leur quartier général. Puis le percement de l'avenue Junot, entre 1909 et 1912, laisse place à l'urbanisation et à la gentrification. La Première Guerre mondiale, enfin, sonne la fin de cette effervescence artistique. Montmartre perd sa bohème. Le centre artistique bascule vers Montparnasse. Il reste encore des théâtres à Montmartre. Le théâtre de l'Atelier créé en 1822. Plus récent, le théâtre Le Pic inauguré en 1954. Des cinémas d'époque comme Studio 28, créé en 1928. En 1930, un commando saccage et lacère les toiles de Miro, Ernst et Dali, exposées lors de la projection de l'Âge d'Or. L'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, la FEMIS, s'est installée rue Francoeur. L'enseigne Pathé Cinéma, toujours conservée, évoque la présence d'anciens studios qui ont fonctionné jusque dans les années 90. Le musée de Montmartre, rue Cortot, relate la vie à Montmartre au temps de la Bohème. La cité Norvin rassemble aujourd'hui une trentaine d'ateliers. Dans le bas Montmartre, la Halle Saint-Pierre est un espace culturel qui accueille également une partie de la collection de Max Fourny, éditeur de livres d'art, représentatif de l'art naïf des années 70, et des galeries. Il reste quelques lieux représentatifs de l'esprit festif de Montmartre. Le célèbre cabaret Le Moulin de la Galette est aujourd'hui limité à une activité de restauration. Le Lapin Agile est, lui, né au milieu du XIXe siècle, sous le nom Au Rendez-vous des voleurs. Toute la bohème va s'y retrouver. Apollinaire, Max Jacob, Renoir, Utrillo, Modigliani, Picasso, des voyous aussi. Dans Fleurs de pavé, Aristide Bruand écrit en 1925 « Le cabaret du Lapin Agile, comme tous les dimanches, regorgeait de clients. Peintres, sculpteurs, poètes, musiciens encombraient les tables et menaient un vacarme de tous les diables. » La Bonne Franquette date probablement d'après l'incendie de 1559. Dans les années 50, c'est devenu un restaurant-cabaret où Maurice Hisse a organisé les Folles Nuits de Montmartre. Le lieu reste une institution montmartoise. Et au détour d'une rue, il y a toujours des rappels de cette fabrique d'artistes, Patachou, Dalida, Jean-Pierre Aumont et des écrivains. Et puis il y a l'autre Montmartre, celui du Sacré avec sa basilique et ses 11 millions de visiteurs par an. Cette basilique n'est pas qu'un monument, c'est un manifeste politique et religieux. Tout commence en 1870, défaite contre la Prusse, choc national. Deux hommes, Alexandre le Gentil et Hubert Roux de Fleury, font un vœu, ériger une église en réparation des fautes de la France. Le projet est validé en 1873, le lieu choisi, Montmartre. Un symbole double, le martyre de Saint-Denis et le foyer de la Commune de Paris. La basilique est consacrée au Sacré-Cœur, un hommage à l'amour du cœur de Jésus. Paul Abadie
collaborateur de Viollet-le-Duc, propose une église en forme de croix grecque, surmontée de 4 coupoles et d'un dôme plus imposant, haut de 83 mètres. Un porche monumental précède le sanctuaire. Les statues équestres de Jeanne d'Arc et Saint-Louis, d'Hippolyte Lefebvre de 1927, l'encadrent. En haut du fronton, dans une niche, une statue de Jésus montrant son cœur. Les pierres Château-Landon de la basilique sont dites auto-nettoyantes. Au contact de l'eau de pluie, elles sécrètent une substance blanche qui durcit au soleil. Le système est moins performant à l'est de la basilique et là où la pluie n'atteint pas les pierres. L'intérieur de la basilique est de style romano-byzantin. Le cul-de-four du chœur est orné d'une vaste mosaïque de Luc-Olivier Merson. Au centre, Jésus-Christ, les bras grands ouverts, laisse voir son cœur. C'est le Sacré-Cœur. À la gauche du Christ, la Vierge Marie. Du côté droit, les saints de France et notamment Denis. En bas, les 3 vœux de la France au Sacré-Cœur. À genoux au pied du Christ, la France est représentée comme une femme, vêtue d'une robe blanche, offrant sa couronne au Christ. L'intérieur de la nef est inauguré en 1891. Le campanile qui abrite la Savoyarde, une cloche de 19 tonnes, est achevé en 1912. La consécration de la basilique a lieu le 16 octobre 1919. La décoration intérieure est achevée dans les années 20. Arpenter les ruelles de Montmartre, c'est vivre un autre Paris, un village, un refuge d'artistes, un lieu de fête, un symbole spirituel. Mais pas seulement. Montmartre est aussi un lieu de résistance, en témoigne l'épisode de la Commune de Paris. Le 18 mars 1871, lorsque l'armée de Thiers tente de récupérer les canons entreposés sur la butte, les habitants et les gardes nationaux s'y opposent. Paris se soulève. S'ensuivent 72 jours d'insurrection entre fédérés et Versaillais, au cours desquels Montmartre joue un rôle décisif. Montmartre n'est vraiment pas un quartier comme les autres. Montmartre n'a jamais cessé d'être vivant. Il a changé de visage. La butte est toutefois victime de son succès. Il n'est pas facile de lier tourisme de masse et lieu de vie. Les commerces de base, comme les boucheries ou les boulangeries, sont remplacés par des stands de glace et de t-shirts souvenirs. À l'heure du selfie, des habitants parlent parfois de disneyfication. C'est aussi signe que ces endroits sont rares. Ils sont à préserver, cette atmosphère, ce cadre. Et quelle vue de Paris! On se retrouve pour de prochains épisodes de Chroniques parisiennes.